Détendez-vous. C'est normal d'avoir mal. Vos tests sont normaux. Vous pleurez, Vous êtes vous trop riez, jeune pour avoir des ça laisse problèmes dans hormones. votre tête. Ça laisse hormones. L'horloge tourne. Ça laisse hormones. Ça va passer. C'est sûrement dans votre tête. Bonjour, je suis Amandine Mousset et je vous accueille sur le podcast So Over It, qui vous parle de santé des femmes et de leur parcours de soins. Vous entendrez ici des professionnels de santé et du soin, avec qui on parlera de thématiques souvent invisibles dans la société. Par ces échanges, j'espère que vous vous sentirez informée, confiante, déculpabilisée et rassurée pour pouvoir avancer sereinement dans votre parcours de santé, qu'elle soit physique, psychique ou sociale, et y trouver les soins que vous méritez. Vous n'êtes pas seul. Ici, il n'y a aucun tabou. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de douleur. C'est 2/3 des consultations médicales selon l'INSERM. Elle toucherait en effet 30% de la population. Et pourtant, ces mécanismes restent souvent pas très bien compris, alors qu'ils gagneraient à l'être. J'ai eu la chance de rencontrer Arianna Costa-Dura dans une réunion de la filière endométriose d'Île-de-France, au sein de la Pitié-Salpêtrière, qui nous a parlé de son métier, nous a présenté son métier, et j'ai beaucoup aimé son approche. J'avais envie que vous puissiez aussi l'écouter et découvrir ce qu'est la médecine de la douleur. Arianna, bienvenue et merci de participer. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que on peut commencer peut-être par expliquer ce qu'est un médecin de la douleur ? Oui, bien sûr. Donc, je me présente, je suis le docteur Costa-Dura et je travaille au sein du CETD de la Pitié. Le CETD, c'est un centre d'évaluation et du traitement de la douleur. Et donc, un médecin de la douleur, c'est un médecin qui a fait son cursus de médecine, les 6 ans d'études, puis les 5 ans de spécialité, tout confondu, que ce soit médecine générale, rhumato, neuro, autres, et qui ensuite s'est surspécialisé dans la prise en charge de la douleur en faisant un parcours supplémentaire et qui va un tout petit peu évaluer la douleur des patients, la douleur tout confondue, donc n'importe quelle soit la pathologie d'origine, qui peut être rhumatologique, gynécologique, neurologique, pas étiquetée, voilà. N'importe quel patient qui a mal mérite une évaluation de cette douleur. Et ensuite, une fois que la douleur a été un tout petit peu débrouillée, le patient a compris d'où ça vient, le médecin aussi, et on essaye de déligner un parcours de prise en charge qui est particulier à chaque patient, parce que même si on a des lignes guides qui sont de plus en plus précises, parce que la médecine de la douleur évolue comme toutes les branches de la médecine, et donc on a de plus en plus d'orientation et de règles, on va dire. Mais voilà, la douleur reste un mécanisme qui est très particulier, donc il faut faire un beau mélange de lignes guides, actualité et evidence-based medicine, et vraie vie patient qu'on a en face, et aussi sa demande. Et tu parlais justement que c'était des mécanismes très particuliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la douleur ? Oui, la douleur, c'est un grand mystère qu'on dévoile au fil du temps, mais qu'on n'a pas encore complètement dévoilé. Et c'est quelque chose qui implique tout l'organisme, qui part de la périphérie et arrive au centre. Les voies de la douleur, elles partent vraiment de la toute périphérie du corps, et elles passent par le centre, elles arrivent tout en haut dans le cortex. Donc il faut toujours penser que quand on ressent une douleur en périphérie, c'est pas là qu'on ressent la douleur, c'est dans le tatouage du corps qu'on a dans le cerveau. Dans le cerveau, on a une aire où on a un tatouage du corps, ça s'appelle l'homunculus, ça se trouve sur Google, il y a une belle photo. Et en fait, par exemple, si je touche ma main, c'est la main de l'homunculus qui s'allume, et c'est là où je sais que j'ai une douleur. Et donc, cette transmission se fait via les nerfs, ça passe par le système nerveux, par l'intérieur du cerveau. Et quand c'est la douleur qui est transmise, et pas uniquement la sensibilité, il y a des filtres, des étages à travers lesquels la douleur doit passer, doit être filtrée, pour pas que ça fasse trop mal. Et ces étages-là, en fait, c'est des agglomérats de neurones qui sont comme des sous-sections d'un grand open space. Et dans cet open space, il y a d'autres choses qui
qui se font, la gestion des émotions, la gestion de la mémoire, la gestion du système nerveux autonome, de la production des hormones, du sommeil. Et donc, quand il y en a une qui est embêtée, les autres le ressentent aussi, dont les filtres de la douleur qui peuvent élargir ces mailles. Si c'est une passoire, et ben on imagine que c'est une passoire qui élargit ces mailles. Et donc, par exemple, on peut avoir effectivement un choc émotionnel et ensuite ressentir une douleur qui apparemment n'a pas de lien. Mais en fait, bien sûr, il y a un lien neurophysiologique très clair qui commence à pouvoir être vu aujourd'hui en recherche, en faisant des IRM fonctionnels, en voyant comment les voies de la douleur dysfonctionnent quand il y a une douleur chronique qui se fait. Et donc, voilà, la douleur, elle sera moins filtrée, elle passera plus fort en haut. Donc, il faut juste comprendre, pour résumer, que la douleur, c'est un processus qui prend tout le corps. Et quand je dis tout le corps, c'est de la tête aux pieds, cerveau compris, et la psyché aussi, parce que tout ce qui est psyché se transforme dans le cerveau en chimie et électricité. Et donc, ça donne après, ça peut donner après des symptômes qui se traduisent, qu'on peut voir hein, et qui peuvent en être liés. En fait, la douleur n'est pas dans la tête, parce que souvent les gens qui sont impondérants l'entendent, mais le cerveau joue un rôle dans la douleur très important. Alors moi, je dis encore différent. Je ne dis jamais que la douleur est dans la tête comme ça, parce que désormais, c'est très stigmatisant. Bien sûr. Mais la douleur, comme tout le reste, est bien dans la tête. C'est juste que la phrase... quand je la prononce, elle est dite après l'explication. Donc, elle n'est pas dite de façon stigmatisante, culpabilisante, avec le sous-entendu « vous êtes fou, allez voir le psy ». Mais c'est juste une explication de « on n'est pas coupé en tranches, tout est un ensemble ». Et donc, la tête, c'est notre processeur. Donc, bien sûr, tout est dans la tête. Même quand on se fait une balafre à la périphérie, la douleur, on ne l'a pas au niveau de la balafre, hein, on l'a dans la tête. Mais donc, voilà, l'idée, c'est vraiment celle de comprendre que c'est partout, en fait. C'est et à la périphérie et dans la tête et qu'il faut juste ne pas perdre de vue l'un des deux pôles. Ouais. Je voulais vraiment qu'on revienne dessus, parce que je sais que beaucoup de femmes l'ont entendu et en ont souffert de cette phrase-là. Oui, mais je voulais bien qu'on remette, qu'on dise vraiment... mais en fait, après que je leur fais ma petite éducation thérapeutique et qu'ils comprennent comment fonctionne la douleur, les patientes et les patients, ils me disent « Ah, on m'a toujours dit que c'est dans la tête ». Et moi, en rigolant, je leur dis « Mais monsieur, madame, vous voyez bien que je vous dis la même chose. » Mais pas pareil. Mais les mots ont tellement d'importance. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'importance d'éducation thérapeutique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand tu nous as parlé de ton approche. Vous avez peut-être pu entendre parler d'ETP en abrégé si vous constatez sur Internet. L'éducation thérapeutique du patient, je sais que toi, tu es très, très en faveur de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que s'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont, ils adhéreront jamais aux soins. Donc, il n'y aura pas d'alliance thérapeutique qui se fait. Et il n'y aura pas de bonne... ils ne seront pas dans la bonne configuration pour recevoir le soin. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Être dans la bonne configuration ou dans la mauvaise configuration. C'est croire ou ne pas croire que ça va marcher. Et là, on ne parle pas de magie, hein. On parle de l'effet placebo et nocebo. Quand on fait une étude, on randomise des patients et on en fait on en met une moitié à recevoir un traitement et une moitié à recevoir un traitement placebo. Le placebo, il a quand même un pourcentage de réussite pas négligeable. Ce qui fait que, après, on arrive quand même à voir qu'il y a le traitement qui fonctionne bien, qui fonctionne plus. Mais comment ça se fait que 30% des patients qui reçoivent le placebo, quand même, ça fonctionne ? Parce qu'en fait, ils croient qu'ils reçoivent un truc qui leur fait du bien. De la même façon, il y a l'effet nocebo. Quand on croit qu'on reçoit un truc qui ne nous fait pas bien, on a beau recevoir un truc qui peut nous faire du bien, le cerveau, il n'est pas configuré de la bonne façon pour le recevoir, ça ne fera pas de bien. Donc moi, quand j'ai un patient qui est douloureux et que je dois soigner, s'il n'est pas ouvert au soin que je lui donne, donc s'il n'a pas compris ce qu'on est en train de faire, je sais que je pars en désavantage. Et le patient aussi. Donc l'éducation thérapeutique, elle sert à ça. Et puis elle sert aussi au départ, et puis elle sert à autonomiser le patient et le rendre protagoniste de son propre soin. En médecine de la douleur, on est abonné à la phrase « Docteur, vous êtes mon dernier espoir, sauvez-moi ». Alors, normalement, les deux spécialités qui entendent cette phrase, c'est les médecins de la douleur et les internistes. Les internistes, c'est les Dr House.
Donc ceux Oui, qui reçoivent quand on sait le grand mystère. le grand mystère. Et du coup, les patients douloureux chroniques, ils sont tellement dans la souffrance qu'ils n'ont qu'une envie d'avoir un diagnostic qui les décharge de ce poids et après de recevoir une molécule qui va magiquement les guérir. Donc bon, l'interniste qui voit le patient douloureux chronique arriver et dire vous êtes mon dernier espoir est désespéré. En revanche, le médecin de la douleur qui le voit arriver et dire mon dernier espoir, ben, on sait que ça arrive. On est un peu moins désespérés que les internistes. Et justement, notre job, c'est de leur faire comprendre que non, c'est pas nous leur dernier espoir, c'est pas nous qui allons les sauver. Nous allons juste les aider. Nous allons être un pont qui les aide à marcher, mais c'est eux qui vont faire le cheminement. Et donc, l'éducation thérapeutique sert un tout petit peu aussi à les autonomiser, à les rendre protagonistes de cette démarche de soins qui a besoin d'eux. Absolument. Et justement, on parlait de soins. Quel type de thérapeutique tu peux, toi, apporter en tant que médecin de la douleur ? Alors, les médecins de la douleur, classiquement, en Occident, sont entraînés à exercer la médecine moléculaire, la médecine donc traditionnelle. Médicaments allopathiques. Exactement, allopathique. Et après, bon, évidemment, on est sensibilisé quand même à l'écoute active du patient, à accueillir sa plainte, à ne pas être dans le jugement et à faire de l'éducation thérapeutique, ça c'est la base. Il faut effectivement connaître les principes thérapeutiques qui nous permettent d'avoir une base solide de données qui nous permet de leur dire qu'est-ce qui peut leur faire du bien ou pas d'un point de vue moléculaire. Et ça, quand on a un patient qui a plusieurs pathologies, plusieurs types de douleurs qui se superposent, franchement, il y a des douleurs qui répondent très bien au traitement complémentaire, des douleurs qui répondent très bien au traitement allopathique. Et chez deux patients différents, ce ne sera pas les mêmes traitements forcément qui fonctionneront. Donc, il vaut mieux quand même bien connaître les traitements médicamenteux et pour pouvoir leur proposer des solutions et pour pouvoir connaître les différents effets secondaires qu'on peut se retrouver à voir et quand c'est nous qui prescrivons et quand c'est les autres qui prescrivent. Donc voilà, dans un scénario où on exerce la médecine occidentale, c'est toujours bien d'avoir cette éducation et de ne pas faire une catégorie où le médicament c'est la peste. Le médicament, c'est la peste quand on en abuse, quand il devient donc une drogue. Mais tant qu'il devient un médicament qu'on essaye d'utiliser dans la bonne indication, en faisant à chaque fois des essais, en faisant des doses croissantes et en rendant le patient protagoniste du jugement du médicament. Donc, c'est pas parce que le médecin vous a prescrit le médicament qu'il faut qu'il marche et qu'il faut que vous le preniez. Oui. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Il faut que, dose par dose, pendant qu'on augmente, vous gardiez un tout petit peu la même dose pendant quelques semaines. Vous évaluez, est-ce que ça vous donne des effets secondaires ? Est-ce que ça vous donne un soulagement tout d'abord ? Est-ce que ça vous donne des effets secondaires ? Et si oui ou sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, je s'autonomise beaucoup sur ça. Et on n'accepte pas, évidemment, qu'il y a des effets secondaires qui ne leur en ont pas, qui restent. Donc voilà, le médicamenteux, il est à connaître dans la mesure où ça peut nous quand même enlever un tout petit peu de douleur du départ et puis nous permettre de travailler un peu sereinement sur le reste. Ceci dit, il y a évidemment tout le paquet de traitements complémentaires qui sont divers et variés, qui en douleur chronique rendent grand service parce qu'ils vont essayer de aider le corps des patients à se auto-soigner un tout petit peu tout seul, c'est-à-dire à retrouver un tout petit peu d'équilibre là où ils l'ont perdu. Donc, qu'est-ce que ça fait, par exemple, une psychothérapie, une thérapie cognitivo-comportementale à un patient douloureux chronique ? Il rééduque son cerveau à faire en sorte que toute la partie émotionnelle, mémoire, pèse un peu moins lourd, soit un peu moins surchargée, et donc que le filtre de la douleur en soit déchargé. Que toutes les croyances qu'on a par rapport à une douleur et donc les comportements qu'on met en place par la suite, ils changent possiblement. Je fais toujours l'exemple du petit Mexicain qui mange du piment à 2 ans en mangeant un chili. La maman, il va lui dire « bravo mon fils » alors qu'il pleure parce qu'il a mal. Et donc lui, à 2 ans, il apprendra que cette douleur, elle est bonne. Elle est bien. Et donc, il va manger encore du chili.
Alors que, bon, moi, la première fois que j'ai mangé du piment à 2 ans, ma maman, elle s'est mise à crier et tout. Et donc, moi, je pensais que cette douleur, elle était très mauvaise. Donc, j'ai pu manger du piment. Donc, tous ces schémas de la pensée, ils passent par le cerveau. Elle est très drôle cette anecdote parce que j'ai vécu au Mexique. Ouais. Et je vivais au sein d'une... j'étais hébergée par des amis, c'est un couple franco-mexicain. Ouais. Et donc la maman donnait des trucs hyper épicés aux petites qui étaient très bébés. Ouais. Et à côté, le mari était hyper angoissé et stressé de les voir manger ça. Et je voyais que les petites étaient effectivement du coup très très confuses sur la réaction à donner après avoir mangé une cuillère d'un plat hyper typique. Donc ce que tu dis du coup qui est une image pour moi est très concrète parce que je l'ai vécu et c'est effectivement très vrai. Mais donc toute douleur, vous voyez, on a une maladie, cette maladie nous cause une douleur et cette douleur nous rappelle qu'on est malade et nous empêche de faire certaines choses qu'on faisait avant. Et donc le cerveau il fait une sorte de fixette sur cette douleur involontaire, hein. C'est pas du tout une culpabilisation que je fais aux patients qui ont mal, mais il se passe ça et donc ça fait que cette douleur on la surcharge d'une nuance encore plus négative qu'elle a au départ et donc qu'on fait encore moins de choses, qu'on est empoisonné dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas du tout à enlever le focus de cette douleur alors qu'on pourrait effectivement la voir mais la sentir avec une intensité pas aussi envahissante et en même temps quand même continuer de profiter des choses qu'on peut faire malgré la présence de la douleur. Donc voilà, la rééducation un peu cognitivo-comportementale sert à ça et elle est très importante chez les patients douloureux chroniques. L'hypnose, ça fait que par exemple, l'hypnose, ça permet au cerveau d'utiliser un réseau, d'utiliser une voie différente de celle qu'il est en train d'utiliser. Par exemple, on imagine la carte routière de la France, où il y a toutes les autoroutes, les nationales, nanana, et on s'imagine la 13 bouchée au retour de week-end de 3 jours. Voilà, où rien ne bouge et qu'on arrivera à 4h du matin à la maison. Et bien en fait, la douleur, c'est la personne dans le bouchon. Et en fait, tant qu'on est dans le bouchon, on a tendance à ne pas voir autre chose. On n'est que là. Et l'hypnose, elle entraîne un tout petit peu le patient à comprendre qu'en fait, il y a une sortie, il y a la sortie à Nantes dans pas longtemps et qu'on peut sortir et puis faire la nationale. Ça nous prendra 2 heures de plus, mais on verra la campagne, on ne sera pas en train de stresser dans le bouchon. Le bouchon, il sera là, hein. C'est pas ça qui va enlever le bouchon, mais ça va enlever le focus. Et voilà, l'hypnose, ça permet de faire un peu ça. Donc ça aussi, c'est très utile dans la prise en charge des douleurs chroniques. J'ai cité deux thérapies brèves faisant partie de la 3e vague des thérapies brèves. Après, il y a évidemment d'autres façons de prendre en charge les patients d'un point de vue psychologique qui sont valides. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est aussi au patient de choisir ce qu'il a envie de faire. On ne va pas faire de l'hypnose parce que le thérapeute nous l'a dit. On va faire de l'hypnose parce que le thérapeute nous en a parlé et que ça nous a mis une pouce à l'oreille, ça nous a dit quelque chose, on en a eu envie. Ça dit, c'est peut-être la façon pour moi de surmonter cette douleur. Et donc voilà. Après, il y a d'autres façons Il y a l'acupuncture qui nous aide beaucoup. Moi, je fais de l'acupuncture au niveau du pavillon auriculaire, de l'auriculo. Il y a certaines indications où ça me rend énormément de service et ça m'aide effectivement à utiliser moins de médicaments. Des fois, ça me surprend, mais en fait, après, quand le patient va mieux et quand on peut diminuer les médicaments, je m'en fiche un peu de comment ça a marché. Voilà. Et en douleur, ça nous arrive d'être surpris par certaines techniques qui aident les patients. Mais on est très content parce que quand ils vont mieux, c'est vraiment un énorme succès. On utilise la mésothérapie aussi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la mésothérapie ? La mésothérapie, c'est des petites infiltrations très superficielles qui permettent d'injecter un produit en local, donc en évitant d'avoir une réponse systémique. En tout cas, il y a une diffusion moindre vraiment dans l'organisme, ça reste vraiment localisé. Et on peut injecter différentes substances, ça peut être des anti-inflammatoires, des myorelaxants, des antidouleurs, des anesthésiants. Donc, il y a effectivement des pathologies rhumatologiques, neurologiques, où on peut utiliser la méso et donc éviter une absorption dans tout l'organisme majeur.
éviter des fois des infiltrations plus invasives. Voilà, et ça se fait sans anesthésie en cabinet. Donc, ça aussi, c'est chouette. Il y a que j'utilise aussi, il y a l'aromathérapie. Je n'utilise pas la phyto parce que je ne la connais pas assez, mais il y a des médecins qui l'utilisent. Voilà. Moi, j'ai la tendance de dire qu'il n'y a pas une médecine complémentaire que je n'apprécie pas tant que ça reste exercé dans des conditions sécuritaires. Donc, qu'il y a quelqu'un qui fait le point du patient, qui connaît la globalité, qui a vraiment une vision un peu à 360 degrés de ce qui est en train de se passer. Et quand la médecine complémentaire faite ne va pas faire perdre de la chance de guérison au patient, mais au contraire, ça va lui donner une corde à l'arc en plus, mais c'est parfait. Donc le patient qui a un cancer et qui va chez le naturopathe sans passer par l'oncologue, ça me fait peur. En revanche, le patient qui a un cancer qui va chez l'oncologue mais qui va aussi chez le naturopathe, ça, je trouve que c'est extrêmement bien. Et c'est tout l'intérêt des filières qui se créent justement pour qu'on puisse se rencontrer, collaborer, créer des espaces sécuritaires aussi, du coup de recenser des personnes qui sont amenées à travailler aussi avec les médecins, qui les connaissent, tout à fait. Pour sécuriser le parcours des patients, parce que jusque-là, c'est vrai que les gens, c'était assez divisé. Vraiment, les médecines, c'était même appelé médecine alternative par certains. Donc l'alternative est un mot extrêmement fort, justement. Et donc, il y avait vraiment une division des mondes, médecine alternative, médecine conventionnelle. Et là, je pense qu'on est vraiment dans un élan de médecine complémentaire où l'idée, c'est de travailler ensemble. Et du coup, des filières comme l'ARS qui coordonnent tout ça, c'est hyper précieux pour les patients, pour leur faire gagner du temps et s'éviter justement des dérives sectaires vraiment pas chouettes dans le cadre d'une errance médicale que beaucoup connaissent. Ça me fait penser à un patient que j'ai vu récemment qui a une douleur neuropathique et qui a un cancer aussi, qui est indien. Et donc, il est soigné, il habite en Île-de-France, donc il est soigné par des médecins en Île-de-France. Et il avait envie quand même d'avoir un soin ayurvédique en plus. Et il a osé me le dire en sortant du bloc de consultation à la toute fin. Bon, il y a une confiance entre nous qui s'est formée. À un moment, il a franchi, il a fait le pas. Et moi, je lui ai dit... je trouve ça super. Donc, il s'est réassis, on en aurait discuté un tout petit peu. Et moi, je lui ai dit, ça me semble très, très bien que vous puissiez faire les deux, parce qu'autant la médecine occidentale, elle est plus, une fois qu'on est très, très malade, on est bien dans le soin. Et une fois, la médecine ayurvédique, elle est plus dans la prévention. Donc, elle fait un peu un profil de votre personne selon les différents éléments. Et puis, elle essaye de vous donner des éléments qui permettent à votre corps de se retrouver un tout petit peu, de retrouver son équilibre. Donc c'est sûr que je pense pas que ce soit bien de faire que ça, mais si vous arrivez à coupler les deux. Et lui, en fait, il était exactement du même avis. Donc là, il est allé en Inde, il a fait sa petite consultation, il est tout content, il a changé un peu d'alimentation. Et, en fait, j'en sais rien si ça va marcher ou pas, mais lui, il est content. C'est quelque chose qu'il fait pour lui, qui va lui faire du bien. Qui va peut-être aussi lui faire du bien au niveau santé, voilà. Et donc, c'est parfait. Et tu as parlé justement dans le cadre de ce patient des douleurs neuropathiques, ce qui sous-entend qu'il y a peut-être différents types de douleurs. Et je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Non. Et du coup, ça impacte aussi beaucoup la façon dont c'est pris en soin, cette douleur. Est-ce que c'est possible de faire un petit état des lieux des différents types de douleurs? Oui, donc il y a mis à part la douleur aiguë et la douleur chronique. Donc la douleur aiguë, c'est une douleur qui dure moins de 3 mois et la douleur chronique, elle dure à partir de 3 mois, on est douloureux. Ça s'appelle douleur chronique. Et mis à part cette différenciation, les douleurs, selon d'où elles originent, elles s'appellent différemment. Et donc il y en a de 3 types. Les 2 les plus connus qu'on entend toujours, c'est les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques. Et puis j'explique ce que c'est. Et celle qui est connue depuis beaucoup moins longtemps et pas encore connue par tous les professionnels de santé et par les patients, c'est les douleurs nociplastiques.
Donc, les douleurs nociceptives, on a une tendinite, on se casse l'os, on a quelque chose de très inflammatoire à la périphérie, on a une crise d'endométriose, voilà. Il y a de l'inflammation, ça fait une soupe inflammatoire qui produit des cytokines, qui stimule les récepteurs de la douleur périphérique et qu'on sent, voilà, cette douleur-là s'appelle nociceptive et on la sent d'une certaine façon. Ça fait une douleur, j'ai du mal à décrire avec des mots, mais comme quand on se fait un gros bobo. En revanche, la douleur neuropathique, c'est une douleur qui a un caractère complètement différent. C'est la douleur qui origine d'un nerf qui se fait mal. Donc, par exemple, on a une hernie discale qui nous touche le nerf sciatique, qui le comprime, et le nerf sciatique, là, il est douloureux. C'est pas seulement qu'il véhicule la douleur, mais c'est vraiment de là où la douleur, ça part. Après, la douleur, même nociceptive, elle est véhiculée par les nerfs. Mais quand c'est le nerf qui l'origine, en plus que la véhiculer, et ben là, ça s'appelle douleur neuropathique. Et la douleur, elle est différente. C'est comme des décharges électriques, des picotements, des fourmillements, du froid, du chaud, un truc bizarre, différent de quand on se cogne le gros orteil. Voilà, il y a ces deux douleurs-là. Et après, il y a la douleur nociplastique dont j'ai parlé, qui est la moins connue, qui est la douleur qui origine quand il y a un dysfonctionnement central des mécanismes de transmission de la douleur. Donc, quand dans le système nerveux central, les filtres de la douleur ne fonctionnent plus bien à cause de ce qui se passe autour. Et au niveau de l'aire sensitive principale, il y a une sorte de impression de la douleur, parce que la douleur, elle l'a flashé pendant longtemps. Et le cerveau, c'est comme la pâte à modeler. On peut le modeler, il est plastique, mais une fois qu'on arrête de le modeler, il garde cette forme-là. Donc, une douleur chronique qui flash depuis longtemps, à un certain moment, fait que l'aire sensitive principale se transforme un peu en aire douloureuse chronique. Il y a une plasticité de cette aire qui se fait, qui est réversible, mais quand même il faut y travailler, et qui fait que du coup le cerveau même, la partie haute de la voie de transmission de la douleur, joue un rôle important dans l'entretien de la douleur. Et pareil, quand un peu plus en bas, les filtres de la douleur ne fonctionnent pas bien, du coup la douleur elle passe beaucoup plus fort. Et ça aussi, c'est un mécanisme nociplastique de la douleur. Donc, quand la douleur elle a une origine d'hypersensibilisation centrale, due soit à une douleur qui est devenue chronique et donc hyper flash, et à un moment, les passoires, ils n'en peuvent plus, et en haut, il y a l'impression, soit dû au fait que les passoires n'en peuvent plus parce qu'autour, il se passe un peu le bordel. Voilà, ça, c'est la douleur nociplastique. Et la douleur nociplastique peut être du coup originée par une douleur chronique, qui était au départ nociceptive ou neuropathique et qui devient après nociplastique aussi. Et des fois, elle origine par un dysfonctionnement central pur. Donc, on peut ne rien avoir à la périphérie, toutes les IRM, les scanners, les EMG, les scintigraphies, tout est normal et pourtant on a mal. Et c'est parce que c'est un dysfonctionnement au niveau des voies centrales. Et c'est pas parce que du coup, il n'y a pas d'imagerie ou de choses comme ça qu'il ne faut pas la prendre en charge malgré toute cette douleur et qu'il n'y a pas des pistes de prise en charge. Bien sûr. Super important et intéressant. Ah oui. De toute façon, du moment où le patient a mal, c'est qu'il faut faire quelque chose. Quand on ne le prend pas en charge, c'est qu'on est frustré parce qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et justement, on entend, moi ma mère est tout le temps, ne laisse pas la douleur s'installer. Est-ce que tu penses que c'est un bon conseil ? Alors, c'est un bon conseil du fait de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au bout de 3 mois, le cerveau il commence à se modifier un tout petit peu. Donc effectivement, le moins la douleur s'installe, le mieux c'est par rapport à ce processus de douleur nociplastique. Et puis aussi, tout simplement, la douleur, ça fait une boule de neige. Donc le plus une zone est inflammatoire, le plus il y a la réaction inflammatoire qui se fait. Donc oui, je suis assez d'accord avec votre maman. Après, il y a des fois où ni les médecins ni les patients ne sont Dieu. Donc, il y a des douleurs qu'on arrive à ne pas laisser s'installer, il y en a d'autres qu'on galère le plus. Je pense qu'on fait au mieux. Bien sûr. Il faut faire au mieux dans le ne pas laisser la douleur s'installer. Et après,
après, des fois, il y a quand même un peu de douleur qui s'installe en restant humble. Bien sûr. En fait, je pense aussi beaucoup aux femmes que j'accompagne qui ont envie d'être très fortes, qui ont envie d'avoir des douleurs. J'ai eu un grand public de douleurs gynéco, douleurs pelviennes, et qui du coup prennent beaucoup sur elles. Et qui vont avoir du mal à avoir recours à des aides extérieures ou à se soulager. Ça, c'est à corriger, effectivement. Et où en fait, il pourrait y avoir un intérêt justement au premier signe de douleur peut-être de le soulager pour éviter justement que ça devienne Bien sûr, plus d'autant important. plus que la douleur est vécue par le corps comme un traumatisme. Et le centre qui gère les émotions et la mémoire liées au traumatisme est à côté des filtres de la douleur. Et donc, le plus on est traumatisé, le plus les filtres de la douleur fonctionnent moins bien. Donc, on entretient soi-même son processus douloureux en ne l'arrêtant pas, en n'essayant pas de l'arrêter au début. Ouais. Et du coup, tu parlais du corps. Donc, on a beaucoup parlé de système nerveux, de comment tout ça fonctionne. Et en fait, moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que ça devient très intellectuel, la douleur, au bout d'un moment, parce que forcément, c'est très compliqué d'amener l'attention ailleurs que sur le message douloureux, et que le corps n'est plus forcément central pour la personne, qu'il est une autre entité, parfois. Et moi, donc, j'ai affaire aux femmes dans le cadre de yoga-thérapie, donc c'est du mouvement, des respirations, c'est vraiment être dans son corps pour soulager potentiellement la douleur, si c'est la problématique. Et beaucoup de personnes qui arrivent ont une grosse peur de bouger, une grosse appréhension à bouger. Ce qu'on appelle la kinésiophobie. Exactement. Ce terme est pas très connu, mais c'est un vrai terme médical. Et je pense que c'est c'est très courant, en fait. Est-ce que toi, tu le constates en consultation ? Oh oui. Beaucoup ? Beaucoup, oui. Notamment chez les patients qui ont une pathologie rhumato, plus que chez les patientes qui ont des douleurs pelviennes, mais oui, c'est effectivement très connu là, qui est dû aussi à la croyance de si je bouge plus, je vais aggraver ma douleur. Je vais déplacer quelque chose au niveau de la vertèbre, au niveau du disque, qui va après ne pas pouvoir retourner. Donc là, de nouveau, l'éducation thérapeutique est fondamentale. Le travail avec les kinés, les ostéos, les professionnels qui aident les patients non seulement en leur expliquant, mais aussi en leur montrant que le mouvement n'est pas l'ennemi. Et toi, tu soutiens plutôt le fait de continuer le mouvement ? Oui, je soutiens plutôt le fait de continuer le mouvement. Ceci dit, bon, c'est facile à dire et c'est difficile à faire parce qu'il y a quand même des patients qui sont tellement traumatisés par leur mouvement et qui, une fois qu'ils bougent, effectivement, il n'y a pas quelque chose qui se déplace, il n'y a pas quelque chose qui craque, mais il y a de la douleur. Je suis en difficulté parfois. Parfois, je n'ai pas la réponse. Mais effectivement, en fait, le monde du mouvement, du sport, etc., est assez peu adapté à cette problématique. Oui, effectivement, c'est une bonne observation. C'est aussi quelque chose dont on parle. Le fait de bouger, de faire du sport n'est pas du tout... c'est comme faire l'amour et regarder un porno, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et quand on fait du sport dans l'imaginaire collectif, c'est qu'on va en salle pendant 1 heure, on fait des poids, on court, machin. Et bon, évidemment, c'est pas du tout le mouvement adapté aux patients douloureux chroniques. Donc, il s'agit évidemment aussi de leur expliquer que ça passe par la douceur, ça passe par vraiment le mouvement et pas le rush, quoi. Pas de la performance, en fait. C'est plus de remettre le corps en mouvement. Moi, je leur explique que juste respirer avec conscience, c'est déjà remettre le corps en mouvement parce que le diaphragme bouge, que le ventre bouge. Ressentir les différentes parties, essayer si possible de faire de la pleine conscience pendant la remise en mouvement pour justement sentir d'autres parties du corps que la tresse bouchée. Cette fameuse tresse bouchée. Voilà. C'est que je l'ai prise souvent bouchée. Mais c'est une bonne image, je ne l'avais pas. C'est mes traumatismes depuis que je suis en France. C'est les vacances, le retour de vacances. On est en septembre là et c'est encore frais. Non, ça va, cette année j'ai échappé. Tant mieux pour toi. Une dernière petite chose peut-être pour celles qui nous écoutent et qui se disent, pour qui ça a mis la puce à l'oreille de se dire « Ah, mais peut-être que c'est une piste pour moi de consulter en médecine de la douleur. » Comment est-ce où est-ce qu'on va ? Voilà, alors ça, effectivement, mais ça c'est... Qui est un grand chantier aussi.
ça c'est un autre sujet. Exactement. Comment fonctionne le centre de la douleur et comment on travaille ici. Donc la douleur, c'est une spécialité qui est jeune, qui d'ailleurs n'est pas encore une spécialité comme ça peut l'être la chirurgie cardiaque ou la médecine interne. Il n'y a pas un DES, un diplôme d'études supérieures, mais il y a une capacité, une FST, une formation transversale qui dure 1 an qu'on fait pendant l'internat, et puis une capacité. Donc c'est pas encore une spécialité qu'on peut étudier classiquement comme toutes les autres. C'est un rajout. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de médecins de la douleur à ce jour, comparé aux autres spécialistes et surtout comparé au public qui en demande de recevoir une consultation. Donc ça, c'est évidemment très frustrant pour tout le monde, mais c'est en cours d'amélioration et ça va continuer à l'être. Et les structures qui prennent en charge la douleur sont les CETD, les centres d'évaluation et traitement de la douleur, qui pourraient être labellisés comme ça. Ils doivent avoir un médecin, une infirmière, bref, il faut plusieurs professionnels qui participent. Sinon, c'est plutôt une consultation douleur au sein d'un hôpital. Donc ça, c'est différentes labellisations que l'hôpital peut avoir. Ce que les patients attendent quand ils viennent en centre de la douleur, et ce que moi j'attendrais aussi en tant que médecin de la douleur, ce serait beaucoup plus chouette, ce serait ce que j'appelle une maisonnette fleurie avec beaucoup de professionnels de santé qui travaillent tous ensemble. Donc pas uniquement des médecins, mais autant de médecins que de psychologues déjà, des kinés dédiés où les patients peuvent venir en gymnasium, faire leur kiné. Bon, voilà, une petite ville fleurie de la douleur, ça ce serait chouette. La psychomotricienne, l'hypnothérapeute, l'acupuncteur, voilà, des personnes qui travaillent toutes ensemble, mais chacun fait son truc et donc le patient il a plusieurs interlocuteurs et il y a une prise en charge assez cocooning au moins au début pour qu'après le patient puisse être autonomisé et prendre son envol. Donc ça c'est l'idéal, c'est pas du tout ce qui se passe en réalité. C'est pas parce qu'on est méchant, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, il y a un coût à tout et on a des budgets qui sont assez restreints. Et donc, les centres de la douleur, globalement, ils ont des médecins. Et puis, quand on arrive à se le permettre, on a des médecins, des infirmiers. Et quand on arrive à se permettre, on a un psychologue, d'autres professionnels satellites. Mais c'est très difficile d'avoir parce qu'ils ne rapportent pas de sous à l'hôpital. Donc, c'est hyper difficile d'avoir un budget d'embauche. Ce qui fait que le travail qu'on fait principalement, c'est un travail d'évaluation, d'encadrement. Et puis, on donne vraiment des devoirs aux patients. Et il faut forcément qu'il y ait une prise en charge en ville complémentaire à ce qu'on peut faire en centre de la douleur. Parce qu'on a un délai de consultation qui est monstrueux. Et entre une consultation et l'autre, il se passe des mois. D'accord. Personnellement, je travaille un tout petit peu différemment, mais du coup, je triche. Je ne suis pas les règles établies. On ne dira à personne. On ne dira à personne, même si on est enregistré sur Spotify. Non, mais c'est de la triche que tout le monde connaît, mais c'est juste que je fonctionne un peu différemment. Parce qu'effectivement, je ne fais pas que de la médecine allopathique, mais je fais aussi de l'auriculo. Je leur fais une introduction thérapie brève pour qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils comprennent comment ça peut les aider. Je peux faire de l'hypnose parce que je suis formée. Je vais bientôt pouvoir faire de la mésothérapie. Donc, il y a plusieurs choses que je peux faire. Et donc, j'essaye après avoir encadré un patient, de le voir un peu plusieurs fois au début, jusqu'à ce qu'il va mieux. Et puis, à ce moment-là, espacer le suivi. Mais ça, c'est le mieux que je peux faire. Et ce n'est pas mon mieux idéal. Voilà. Donc ça, c'est un peu la façon dont les centres de la douleur fonctionnent et moi particulièrement, je fonctionne. Donc un message que je donne aux patients, c'est quand vous faites une demande au centre de la douleur, ne venez surtout pas en demandant qu'on vous sauve la vie et en levant les bras. C'est vraiment là le moment où vous commencez à travailler et le moment où le travail à l'extérieur de l'hôpital aussi commence. C'est hyper important, sinon on ne s'en sort pas. Et puis, il faut absolument dire qu'il n'y a pas que les CETD, il y a quand même plein de médecins de la douleur qui consultent en ville, et il y a plein de professionnels de santé, pas médecins, mais soignants, qui travaillent sur la douleur, qui sont les ostéos, les kinés, les psychomotes, les sages-femmes, qui font la rééducation, et puis évidemment tous les psychologues, les hypnothérapeutes, acupuncteurs,
naturopathes, diététiciennes, tout ce qu'on veut, qui peuvent apporter des aides très très importantes. Et il faudrait se mettre dans l'optique de, moi, patient, je choisis mon petit réseau dont j'ai besoin. Donc, je vais choisir mon coordinateur et puis mes 2 ou 3 personnes qui me gèrent, voilà, comme si j'étais une étoile avec les bouts, et se faire prendre en charge de cette façon. Évidemment, il y a des patients qui critiquent le fait que tout ça a un coût. Bon, il y en a certains qui peuvent effectivement pas le soutenir, mais c'est quand même la minorité, parce que la moyenne de population, donc évidemment la minorité, on essaie de faire autrement, vraiment d'hospitaliser beaucoup, de rendre la prise en charge uniquement hospitalière, mais il y a quand même une grosse tranche de la population qui peut se permettre d'effectuer ce soin de qualité de vie, pas uniquement de façon hospitalière, et je pense que c'est pas si mal aussi que... Bon, mais ça, c'est une considération de santé publique. Je pense que c'est pas mal quand même que les personnes voient que prendre soin de soi a un coût. Quel que soit le soin de soi qu'on prend. Quand on part en vacances, prendre soin de soi, ça coûte quelque chose. Quand on va faire du shopping, on se fait du bien, on achète des fringues, ça nous plaît, ça a un coût. Et quand on travaille sur soi, sur une douleur, sur une souffrance qu'on porte, ça a un coût. Que ce soit d'argent, que ce soit de temps, d'énergie, de temps. Ça, il faut apprendre. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Voilà. Donc, et je crois, mais peut-être que je me trompe, que il y a un autre nom des fois, un médecin de la douleur, algologue aussi parfois qu'on peut trouver. Parce qu'algo, ça veut dire douleur. Douleur, ouais, mais pour les recherches Doctolib, etc., oui. Ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Oui, effectivement. Pour simplifier la recherche par la suite, s'il y en a qui ont envie de prendre des rendez-vous en libéral. Oui, les mots-clés sont algologue et douleur. Et normalement, les médecins qui sont spécialistes de la douleur et qui ont du coup la capacité douleur, sur le Doctolib, ils ont spécialiste en évaluation et traitement de la douleur. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Pour toutes ces infos, je suis sûre que ça va être hyper utile à plein de personnes qui sont un peu en train de chercher des pistes. Je fais un site qui porte mon nom, comme ça c'est simple à trouver, où j'explique aux patients comment fonctionne la douleur. Je résume effectivement les différents types de douleurs dont on a parlé. Et puis je détaille un tout petit peu certaines techniques de prise en charge de la douleur qu'on peut avoir. Voilà, donc ça résume un tout petit peu en écrit certaines choses qu'on a dit. Trop bien, je le mettrai en légende, comme ça fait une ressource additionnelle et il n'y en a jamais trop. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta participation et tout le temps que tu as dédié à cet épisode. Merci à toi et merci à ceux qui écouteront.